et que le continent pourra être coproducteur et co-héritier du patrimoine intellectuel et culturel de toute l'humanité. Une position qui l'amène à revoir entre autres les notions de développement, de progrès, d'économie informelle, de richesse, de modernité, de créolité, de démocratie. Autant de thèmes qui feront débat tout à l'heure, je présume. Ce livre est un miracle que nous attendions tous, nous autres activistes panafricains, car il nous offre une boîte à outils bien garnie et nous aide à conceptualiser et à renforcer toutes nos thèses, à découvrir des nouvelles façons de dire plus convaincantes. Je dois dire que j'ai coché quasiment chaque phrase, chaque paragraphe du livre, comme vous pouvez le voir là. Regardez. J'ai tout coché. Donc, et que, en fait, au final, je n'ai pas pu me résoudre à vous livrer des citations, car le choix était trop ardu. À moins de vous le lire en entier, si on a le temps, je peux le faire. Donc, n'est-ce pas, nous avions prévu, nous avions prévu d'en apporter des exemplaires ici, mais il est en rupture, désolé. Une commande est en cours, n'est-ce pas, Félix? Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Ndongo Samba Sylla, et pour terminer cette petite présentation, je dirais que les deux livres partagent la vision de Martin Luther King quand il écrivait « Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Ubuntu, je suis parce que vous êtes, parce que nous sommes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hilo. Merci de m'inviter au rendez-vous de l'Afrique consciente. Et je remercie aussi le public qui est là, venu se déplacer pour échanger avec nous. Je m'honore aussi d'être à côté de Felwine Sarr, un intellectuel sénégalais qu'on ne présente plus. Et par la suite aussi à Ariel Gaindé, qui est aussi quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup. Et donc, j'avais préparé un petit texte, mais bon, je ne vais pas, voilà, l'utiliser. Je vais juste parler un peu librement et dire, en fait, parler du propos de mon livre « La démocratie contre la République ». Il faut dire que j'ai commencé cette recherche, je pense, fin 2010-2011 par là. Et donc, je venais de terminer, en fait, une recherche sur l'impact du commerce équitable, où j'essaie un peu de montrer que même ceux qui veulent nous aider parfois ne savent pas comment nous aider. Parce que le commerce équitable, c'est une initiative très généreuse, venue en fait des pays du Nord et qui cherche véritablement à aider les paysans du Sud. Et dans ce livre, j'avais essayé de me montrer que malgré les bonnes volontés, c'est toujours les mêmes modèles qu'on utilise et qui par la suite ne sont pas très, je veux dire, très efficients, qui ne produisent pas les résultats souhaités en tout cas. Et donc, pourquoi je me suis intéressé à la démocratie? C'est que souvent, en tant qu'économiste, il y a beaucoup de débats sur les déterminants du développement. Qu'est-ce qui fait que certaines nations se développent et pas d'autres? Et souvent, il y a une littérature assez importante sur en fait, la problématique institution et développement. Est-ce que, voilà, quelles institutions produisent, disons, la croissance économique, voire le développement?
Et de manière plus particulière, quelle est la relation entre démocratie et développement? Est-ce que c'est la démocratie qui précède le développement ou bien c'est le développement qui produit la démocratie? Et donc, dans la littérature économique, l'hypothèse dominante était que c'est le développement qui crée la démocratie. Et d'ailleurs, même, il est ironique de constater que Samuel Huntington, qui a écrit Le Clash des civilisations, il disait dans les années 60, oui, dans les pays du tiers-monde, il ne faut pas accorder du tout de liberté, pas de participation populaire, parce que ça viendra plus tard. Parce que la participation populaire, c'est un frein au développement. Et donc, moi, disons qu'en tant qu'économiste, je n'ai jamais été persuadé, convaincu par tout ce que se disait, en fait. Parce qu'il faut dire que depuis, disons, 2 décennies, il y a de plus en plus le thème de la gouvernance qui est apparu. Et l'on nous fait croire plus ou moins qu'il faut renforcer la bonne gouvernance pour créer le développement et qu'il y a des institutions jugées bonnes qu'il faudrait avoir avant le développement, ce genre de choses. Et donc, lorsqu'on regarde l'expérience des pays d'Asie du Sud-Est, on se rend compte que ces pays sont développés sous des dictatures, voilà, parfois terribles. Et donc, généralement, ce qu'on voit, c'est que tous ces pays-là ont attendu d'être développés pour devenir plus ou moins démocratiques. C'est par exemple le cas de la Corée du Sud, qui n'est devenue une démocratie respectable qu'à partir des années 2000. Mais avant cela, c'est des régimes militaires jusqu'au milieu des années 90. Et donc, il y a toutes ces questions-là, et aussi certains paradoxes. Parce que souvent, on nous dit que les Grecs ont inventé la démocratie. Et on voit les historiens se glorifier de cela. Les Grecs ont inventé la démocratie. Mais la démocratie en Grèce, elle excluait les femmes. Les citoyens étaient beaucoup moins nombreux que les esclaves. Et Athènes, qui était le modèle, était aussi une puissance impérialiste. Donc pourquoi les historiens doivent se glorifier d'avoir inventé une démocratie qui est esclavagiste, sexiste, xénophobe et tout cela? Pourquoi aussi on nous dit que la France ou les États-Unis ont inventé la démocratie moderne, alors qu'on sait que par exemple en France, les femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1944. Même les femmes sud-africaines avaient le droit de vote plus tôt, dans les années 1930. Les femmes en France aussi, même pour ouvrir un compte bancaire, devaient demander l'autorisation de leur mari dans les années 60. Et donc il y avait toute cette confusion-là, voilà, qui était là, et puis je me disais que ce qu'il faudrait faire, c'est au lieu de prendre comme les économistes font, de prendre des bases de données avec des définitions, des indicateurs qui ont été élaborés par d'autres, de faire ma propre recherche. C'est quoi la démocratie? Que signifie le concept? Et comment, en fait, sur le plan sémantique, cela a évolué à travers les siècles? Donc, des questions très simples. Et donc, ma méthode a été de partir de la Grèce antique, parce que le concept est venu de là, Demos Kratos, et de remonter à travers les siècles pour voir comment le concept a évolué dans les écrits politiques et dans les dictionnaires. Et donc la période que j'ai couverte, disons, c'est de l'Antiquité jusqu'au milieu du 19e siècle. Et donc ma surprise a été de constater que, en fait, si je dois résumer un peu mon propos, à part que le mot démocratie existe, presque tout ce qui se dit d'autre sur ce sujet est faux. Donc ça a été, disons, de manière très lapidaire, ma découverte. Pourquoi? Parce que démocratie, pendant plus de 2000 ans, était une insulte. C'est une étiquette infamante. Démocratie vient de démocratia, qui est composé de 2 mots, démos et kratos. Démos, ce n'est pas le peuple. Démos, c'est une partie du peuple. Démos, ce sont les citoyens pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont les droits reconnus par la cité, mais qui viennent de milieux de basse extraction sociale. Donc, qui ne sont ni aristocrates, ni parmi les oligarques. Voilà. Donc, c'était ça, Démos, les citoyens pauvres. Quant à Kratos, ce n'était pas le gouvernement. Kratos, c'était la puissance brutale, la force illégitime. Et donc, quand les philosophes et penseurs politiques grecs parlaient de démocratia, c'était pour faire référence à un régime illégitime, brutal. C'est les pauvres qui gouvernaient. Qu'est-ce que ça veut dire des pauvres qui gouvernent? Ça veut dire que ce sont les pauvres qui décident. Lorsqu'il y a une assemblée populaire, les pauvres viennent en plus grand nombre, et vu leur nombre, c'est eux qui ont plus de poids, qui pèsent sur les décisions. Gouverner veut aussi dire qu'en fait, c'est le peuple qui contrôle l'action de ses délégués. Il y avait des stratèges militaires qui étaient quand même élus,
Et ces stratèges, voilà, à chaque fois qu'ils faisaient certaines actions au nom du peuple, étaient